Bonjour Samy, c'est Matt et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe. Aujourd'hui, on va vérifier 10 faits autour de l'informatique. L'idée, ça va être donc d'explorer la véracité ou non d'une citation ou d'une question autour de l'informatique. Et cet épisode sera relatif et centré autour du montage et de la maintenance d'un PC. Donc si tu veux d'autres épisodes qui traitent d'autres sujets pour en apprendre un petit peu plus dans le monde de l'informatique, je t'invite à me le dire en commentaire. Et tu peux également lâcher un petit like et t'abonner avec la cloche de notification. Ça fait pas de mal et ça aide toujours pour le développement de Disturb Universe. Le placement de la RAM n'est pas défini sur la carte mère. Et d'entrée de jeu, cette citation est fausse. En effet, le placement a véritablement une importance au niveau de la carte mère. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, on va devoir prendre 3 modèles de carte mère. Les cartes mères possédant uniquement 2 slots de RAM, les cartes mères à 4 slots et les cartes mères à 8 slots qui sont certes un petit peu plus rares et dédiées à des utilisations plus spécifiques. En réalité, lors de l'utilisation d'une carte mère 2 slots, on va privilégier l'utilisation d'une seule barrette et non de 2 pour faciliter les upgrades par la suite. Et conventionnellement, on va placer la barrette sur le slot le plus opposé au processeur. Mais ça pour le coup, ça change rien qu'on mette sur le slot 1 ou le slot 2, il n'y a pas grande différence. Là où ça va changer et où ça va avoir un véritable impact, ça va être pour les cartes mères possédant minimum 4 slots de RAM. En effet, sur ce genre de carte mère, on va privilégier l'ajout de 2 barrettes de RAM pour utiliser ce qu'on appelle le dual channel. Et en gros, pour vulgariser un petit peu le tout, cette technologie vous permet d'utiliser les barrettes en même temps, simultanément. Ce qui va se passer, c'est que si vous mettez 2 barrettes côte à côte, il va falloir attendre que la première barrette soit remplie en termes d'utilisation, pour commencer à utiliser la seconde. Alors que si on utilise le dual channel, donc avec un slot entre chaque, eh bien ça nous permettra d'utiliser les 2 barrettes simultanément et donc d'accroître les performances. C'est d'ailleurs pour ça que sur les cartes mères à 4 slots, on utilise soit 2 barrettes, soit 4 barrettes pour utiliser pleinement le dual channel. Dans le cas d'une carte mère à 8 slots, on appelle ça le quad channel. Il y a également du dual channel, ça fonctionne pareil que sur les cartes mères 4 slots, mais le quad channel quant à lui fonctionnera à 4 barrettes par 4 barrettes. i3 égale bureautique, i9 égale gaming hardcore. Une nouvelle fois, c'est faux et on va parler de la classification des processeurs qui bien souvent sont pourvus de préjugés. C'est vrai que vous avez potentiellement souvent entendu dire que les Intel Core i3 ou les AMD Ryzen 3 sont principalement dédiés à de la bureautique et que c'est impossible de jouer avec. Et à contrario que les Intel Core i9 ou Ryzen 9 sont vraiment dédiés à du gaming hardcore et qu'il n'y a pas mieux en termes de performance. Eh bien, c'est pas aussi simple qu'on pourrait se le dire. Effectivement, il y a bel et bien une classification, la classification 3, 5, 7 et 9, mais ces classifications ne déterminent pas forcément ce que vous pouvez penser. Déjà, il faut savoir dans un premier temps que les Intel Core i3 ou Ryzen 3 sont des processeurs qui sont très performants et qui sont bien souvent utilisés pour de la bureautique, il est vrai, mais qui fonctionnent très bien pour du gaming léger. Et oui, c'est tout à fait possible de jouer avec un Intel Core i3. On utilisera principalement ce genre de processeur pour sortir des catégories de processeurs plutôt entrée de gamme, ce qui nous permettra à moindre coût d'avoir de bonnes performances, que ce soit en multitâche, donc pour tout ce qui est bureautique, multimédia, regarder ses mails, faire du traitement de texte, ce genre de choses, mais également d'avoir pas mal de performances pour lancer quand même quelques jeux. Dans le cas d'un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, on est sur un processeur qui est quand même beaucoup plus performant et qui permettra l'utilisation de jeux vidéo beaucoup plus fluidement. On est sur vraiment la base de la base si on veut jouer, et pour moi c'est l'un des meilleurs compromis si on veut se lancer dans le monde du gaming, en tout cas avec un processeur vraiment à moindre coût. Après on peut passer à l'étape au-dessus si on a besoin d'encore plus de performance avec des AMD Ryzen 7 ou Intel Core i7 qui nous permettront d'avoir du gaming vraiment en toutes circonstances et de façon très confortable. Il n'y a quasiment pas mieux. Et pourquoi il n'y a pas mieux que la classification 7? Parce que les Intel Core i9 et les AMD Ryzen 9 ne sont pas prévus pour du gaming. Et oui, ça peut en choquer plus d'un, mais à la base ces processeurs ne sont pas conçus pour jouer aux jeux vidéo. En tout cas, c'est pas leur but premier. Effectivement, ils vont avoir un petit peu plus de performance par rapport à des Intel Core i7 ou des AMD Ryzen 7, mais le prix bien plus élevé que ces derniers, eh bien, ne justifie en rien le petit gap de différence en termes de performance au niveau des jeux vidéo. Non, en réalité, ces processeurs sont plus dédiés à un usage de travail et de traitement un peu plus lourd sur certains logiciels qui sont assez gourmands. Numéro 3, ça ne sert à rien d'acheter de la RAM haute fréquence. Et on continue sur une citation qui est complètement fausse, mais ça, j'espère que vous le saviez déjà, parce que c'est quand même très connu dans la communauté de l'informatique. C'est vrai que si on achète des barrettes de RAM, je pense à de la DDR4 en 3600 MHz, on pourrait être bloqué à 2400-2600 MHz sans pouvoir aller au-dessus. Et c'est la même chose pour de la DDR5 où on pourrait être bloqué, au lieu d'avoir de la RAM qu'on a acheté à 6000 MHz, à 4800 MHz. C'est quand même une sacrée baisse par rapport à ce qu'on a acheté. Et en réalité, il suffit juste d'activer une toute petite option pour bénéficier de la fréquence qui nous est proposée avec ces barrettes de RAM. Il s'agit du profil XMP, qui est littéralement un profil automatique entre guillemets d'overclocking de RAM. En réalité, on a une fréquence par défaut à laquelle les barrettes sont censées
censé fonctionner, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas dépasser cette valeur, à moins d'activer ce petit profil qui automatiquement va autoriser votre carte mère à utiliser la fréquence maximale prévue par le constructeur des barrettes de RAM. A noter que c'est un overclocking prévu par le constructeur, donc c'est plutôt stable et vraiment fiable. Le câble vidéo se branche sur la carte graphique et non sur la carte mère. Enfin, une citation vraie, et il y a pas mal de gens qui font l'erreur en réalité. Bon, ça paraît d'une affligeante banalité pour beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est bel et bien vrai. La plupart des processeurs aujourd'hui ne sont même plus dotés de parties graphiques qu'on va appeler sobrement iGPU, et bien il ne sera juste tout simplement pas possible de brancher un écran directement à la carte mère. Mais à l'inverse, dans le cas où votre processeur est équipé d'une partie graphique, faites bien attention parce que vous aurez un affichage et vous ne comprendrez potentiellement pas pourquoi vos jeux tournent à 2 FPS. Et en fait, il faut juste brancher sur la carte graphique. Numéro 5, il faut changer sa pâte thermique tous les 6 mois. À cette citation, je répondrai faux, mais en même temps, je peux répondre vrai. C'est assez variable en réalité. En fait, il n'y a pas vraiment un cycle de changement de la pâte thermique. Pour rappel, la pâte thermique, c'est la petite pâte qui fait contact entre le processeur et le système de refroidissement, que ce soit un ventirad, un water cooling. Ça nous permet de faire le contact et de transmettre la chaleur émise du processeur vers le dispositif de refroidissement. C'est vrai que c'est important de la changer, mais uniquement si vous constatez quelques baisses de performance et des hausses de température plutôt anormales. Personnellement, je recommande quand même de changer la pâte thermique tous les ans et demi, voire tous les 2 ans, si vous n'avez pas de perte majeure de FPS, voire de montée des hausses de température. Il est important de défragmenter le stockage pour gagner en performance. Alors cette citation était vraie à une époque, mais est devenue fausse aujourd'hui, en tout cas en grande majorité, et je vais vous expliquer pourquoi. On est passé des disquettes, floppy disk, donc disques mous, à des disques durs. Et les disques durs, leur propre, c'est qu'on a une tête de lecture qui va parcourir un disque magnétique et qui va donc graver des informations. Ces informations peuvent être gravées à différents endroits, et c'est ça qu'on va appeler fragment, puisque un fichier peut être divisé sur plusieurs parties. Pour montrer un exemple très simple et pour vous illustrer ce phénomène, on va prendre un fichier vidéo, par exemple vidéo.mp4, qui va être divisé en 4 fragments au sein de ce disque dur. Comme vous pouvez le remarquer, la tête de lecture devra parcourir plus de chemin pour lire l'entièreté du fichier, alors que s'il était regroupé au même endroit, eh bien la tête n'aurait juste à suivre que le chemin de ce fichier. En fait, les déplacements inutiles de la tête de lecture vont faire que ça va perdre vraiment du temps, parce qu'on n'est pas à 4 fragments, hein. Généralement on est à des milliers de fragments. Ça va considérablement rallonger le temps de lecture d'un fichier. Donc la défragmentation est une bonne solution si on veut regrouper tous ces fragments, c'est littéralement dans le nom en réalité, pour pouvoir gagner en performance. Mais attention à ne pas le faire dans le cas de l'utilisation d'un SSD. Que ce soit un SSD SATA ou un SSD M2, les SSD ne fonctionnent pas de la même manière et n'ont pas un parcours physique au niveau de leurs données. Ce qui fait que c'est inutile de défragmenter tout ça, étant donné que on gagnera absolument aucun temps supplémentaire. Alors non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça peut faire perdre de la durée de vie de vos SSD. Les SSD ont une date de péremption principalement définie par un cycle d'écriture. Bon, je vous rassure, hein, pour tous ceux qui pourraient paniquer en disant « Oh là là, mon SSD, faut que je le change », ce seuil est défini très loin, donc vous avez quand même vraiment beaucoup de marge, hein. Je sais plus combien de téraoctets il faut écrire avant que le SSD ne fonctionne plus, mais quand même, il faut prendre ça en considération, parce que le cycle d'écriture est utilisé dans la défragmentation, et du coup, ça peut endommager votre SSD prématurément par rapport à sa date de péremption initiale. Carte graphique verticale ou horizontale? Vrai? Non, non, là on peut pas répondre. En réalité, ça dépend de pas mal de choses, et il y a beaucoup de personnes, dont pas mal de collègues youtubeurs, qui préconisent de mettre la carte graphique à la verticale. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment important? En fait, si on se base par rapport à la position initiale prévue de la carte graphique, à savoir à l'horizontale, eh bien, l'argument majeur serait de dire que l'air aspiré en dessous se retrouve éjecté sur les côtés, et dont un côté est collé à la carte mère, ce qui fait que l'air chaud pourra plus facilement remonter vers le processeur et donc faire un petit peu plus chauffer certains composants au-dessus de la carte graphique. Mais il faudrait veiller à ne pas oublier une des règles de notre physique, qui est que le flux d'air sera facilité par les sorties non obstruées. En d'autres termes, vu que l'espace entre l'aération de la carte graphique et la carte mère est vraiment réduit, il y aura peu d'air par rapport aux autres sorties qui, elles, sont beaucoup plus dégagées. Donc l'air privilégiera le chemin le plus efficace et le plus aéré. En l'occurrence, la carte graphique à l'horizontale est une très bonne méthode. Et là où ça pourrait être différent pour les cartes graphiques en verticale, c'est selon votre boîtier. Effectivement, si l'arrivée d'air, donc vos ventilateurs, sont quasiment collés à la vitre, avec quelques centimètres tout au plus, l'air sera plus difficilement conduite à l'intérieur de la carte graphique. Et bien entendu, le verre, ça a tendance aussi à garder un peu de la chaleur. Donc vous aurez un peu d'air chaud qui va rentrer, ce qui rendra le refroidissement de cette dernière un peu
plus difficile. Oui, vous n'allez pas rajouter 1 ou 2 degrés autour de votre carte mère, mais c'est votre carte graphique qui va en pâtir et qui va monter facilement. Personnellement, je sais que j'avais essayé de faire le montage avec une carte graphique à la verticale par rapport à une carte graphique à l'horizontale, et effectivement, j'ai constaté qu'à la verticale, j'avais 10 degrés en plus sur ma carte graphique lors d'utilisation de jeu. Bah oui, forcément, il n'y avait pas assez d'air, pas assez d'espace pour pouvoir aspirer. Par contre, dans le cas d'un boîtier qui est bien espacé, et ben là, vous pouvez la mettre à la verticale sans trop avoir de soucis. Il faut privilégier le choix de la carte graphique par rapport aux autres composants pour du gaming. C'est complètement faux, tous les composants sont très importants. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, laissez-moi vous introduire ce qu'on appelle le bottleneck. Bottleneck, traduit en français par goulot d'étranglement, eh bien on pourrait le représenter par une bouteille. On va symboliser le liquide comme l'information qui doit aller d'un point A à un point B, en l'occurrence du processeur, le haut de la bouteille vers la carte graphique, la petite bassine de réception, et le goulot, c'est tout simplement la capacité du processeur à transmettre ces informations à la carte graphique. Bien entendu, plus le goulot est petit, plus le temps sera grand pour vider la bouteille. Si on découpe la bouteille et qu'on dit que notre goulot c'est la surface de la bouteille, l'eau sera vidée instantanément. C'est un bottleneck nul parce que la quantité d'informations sera envoyée directement. Globalement, si vous avez un processeur trop peu performant par rapport à une carte graphique beaucoup trop gourmande, eh bien vous ne pourrez pas utiliser l'entièreté de votre carte graphique étant donné que le processeur va galérer à envoyer les informations à la carte graphique. Un PC portable doit être utilisé dans de bonnes conditions pour éviter tout endommagement. Et c'est vrai, un PC portable c'est un peu spécifique en termes de refroidissement et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser vraiment dans de bonnes conditions. Déjà, je vous déconseille toute surface un petit peu comme ça, voilà, du tissu, un canapé, un lit, un jean. Je vous déconseille vraiment de poser votre ordinateur portable là-dessus, puisque l'arrivée d'air va aspirer également tout ce qui est de la poussière, des acariens, des petites choses, des petites peluches qui vont, elles, obstruer la circulation de l'air au sein de votre ordinateur. Donc déjà, c'est une première cause qui pourrait faire surchauffer votre PC. Il y a également l'extraction de l'air qui est important à prendre en considération. On l'a vu tout à l'heure pour les cartes graphiques, l'air va choisir le chemin le plus facile, mais s'il y a plusieurs sorties d'air au niveau d'un PC portable, c'est pas pour rien. Donc c'est pas pour le mettre contre un mur ou le mettre vraiment avec des choses autour qui pourraient obstruer ce passage de l'air. Ce qui évite justement toute surchauffe et permet un refroidissement optimal si vous l'utilisez dans des bonnes conditions. Numéro 10, et c'est le dernier pour cette vidéo, l'écran se choisit en fonction du PC. Et c'est une affirmation qui est vraie. C'est un petit peu trivial également, mais l'écran est vraiment lié à votre ordinateur et à ses performances. Premièrement, si votre ordinateur est doté d'une grosse carte graphique, gros processeur, vraiment une grosse config qui est capable de tourner des jeux en 4K sans problème, bah ça sert à rien d'avoir un écran 1080p, autant choisir un peu plus gros. Et à l'inverse, si votre PC n'est même pas en mesure d'afficher correctement du 1080p, je vous déconseille fortement de prendre un écran 4K voire 1440p. Ça marche pareil pour les écrans ultra wide, vous savez, les 21 neuvième ou les 32 neuvième qui sont vraiment très cool, mais si votre PC galère déjà en 1080p, je vous déconseille de prendre ce genre de choses qui va décupler la résolution. Mais vous pouvez le faire également dans le sens inverse. Si vous avez déjà l'écran, c'est important de choisir le PC en conséquence également. Si vous voulez garder votre écran, par exemple un écran 1440p, c'est important de choisir des composants qui vont être en mesure d'afficher sur cet écran 1440p. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à certaines interrogations. C'est un peu sympa de pouvoir parcourir différents faits autour de l'informatique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu, ça montre que ce genre de vidéo vous plaît. Et d'ailleurs, vous pouvez me dire si vous voulez qu'on en fasse sur d'autres sujets, dans l'informatique toujours, ou sur des choses un petit peu plus précises. Dites-le moi également dans les commentaires. Moi, je vous invite fortement à vous abonner avec la cloche de notification et je vous retrouve une nouvelle fois les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!